Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain ou Menro sur les réseaux sociaux et à mes côtés je retrouve comme chaque semaine Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur du concept de Original. Aujourd'hui, vu le sommaire, est-ce que ce serait pas notre directeur de studio préféré ? Eh bah si c'est le cas, il va falloir que je me mette à fumer le cigare alors. Bonjour Gauthier. Et notre invitée du jour, Mélanie Toubeau, journaliste et vidéaste de la chaîne La Manie du cinéma. Bonjour Mélanie. Bonjour. Un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Un plaisir d'être là. En plus sur un épisode particulièrement cinéphile, oui. Puisque notre gros plan sera sur la série The Studio, disponible sur Apple TV+, une déclaration d'amour au cinéma de Seth Rogen. Notre rubrique Ne cherchez plus ensuite, avec toujours une reco de Gauthier. Et de quoi tu nous parles Gauthier aujourd'hui ? On va encore parler de rock'n'roll avec le documentaire It Might Get Loud, qui n'est pas du tout un produit qui a été fait pour les plateformes, mais qui n'existe chez nous que sur Amazon Prime Video. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de cette semaine et vous pourrez retrouver en toute fin d'émission l'interview originale de notre invité. Vous écoutez Original, l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinema Teaser, disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Cette semaine, Original se penche sur la série The Studio, de et avec Seth Rogen et toute une kyrielle de stars dont certaines jouant leur propre rôle dans ce qui ressemble clairement à une série sur les coulisses d'Hollywood, sur un ton caricatural et sarcastique. C'est un peu entre Once Upon a Time de Tarantino et 10% de Fanny Herrero en France. Ce métier est une machine à broyer. Les films de prestige et les succès au box-office ne sont pas obligatoirement incompatibles. On peut faire les deux et on fera les deux. Matt, écoute-moi, tu veux faire du grand art et des milliards de dollars en même temps, ça marche jamais comme ça, tu vois. Et tu vas tout foirer en essayant de faire que ça marche. Si ça tenait qu'à moi, on mettrait le paquet pour faire la suite de Rosemary's Baby ou Danny Hall ou d'autres grands films qui n'ont pas été réalisés par de gros pervers. Les plus gros pervers font les plus grands films. C'est pas faux. Tiens-toi, Caro, on n'a pas la moindre marge d'erreur pour cette scène. Action, c'est parti. Greta, je voulais te parler de la saison des remises des prix. Il faut que t'aies des dispos cet hiver. On a des... Matt. Avant toute chose, j'ai envie de vous demander, puisque c'est une série qui parle de ce genre-là, de films ou de séries, qui parle de films et de cinéma en général, est-ce que c'est un genre qui vous plaît, Mélanie ? Je pense, sans mentir, dire que c'est mon genre préféré. Carrément. Vraiment, ah ouais, carrément. En fait, j'aime tellement le cinéma pour ce qu'il est, pour son histoire, pour comment on le fait. Donc en fait, tout ce qui est méta, vraiment, je suis fan. Donc j'avoue que quand j'ai entendu parler de The Studio, c'était dans ma watchlist, mais genre tout en haut. Et évidemment, j'ai pas été déçue. Mais de manière générale, ouais, dès qu'il y a un film ou une série qui sort et qui parle de cinéma, de comment on fait du cinéma, d'histoire du cinéma, c'est sûr que je la regarde et que j'en espère énormément. Gauthier, évidemment, c'est un genre qui existe depuis longtemps. Ouais, puis c'est un genre qui fait souvent de belles choses. On peut penser à la Nuit américaine de Truffaut ou à The Artist. Chantons sous la pluie. Chantons sous la pluie, évidemment. Moi, peut-être mon préféré, c'est Tonnerre sous les tropiques, parce que je trouve ça vraiment très... Enfin, c'est de la satire assez méchante, mais assez juste aussi de Hollywood. Donc c'est un genre, évidemment, pour nous, les cinéphiles, qui va nous parler énormément. On adore ça, et le cinéma adore se raconter lui-même et tout. Après, je comprends que le grand public... trouve ça un petit peu difficile de s'approcher de ça, parce que c'est quand même un média qui parle de lui-même, si tu veux. C'est du petit milieu, tout ça, quoi. Alors déjà, de quoi parle cette série ? Je vous propose un petit pitch. Donc Matt Remick est nommé à la tête de Continental Studio, un prestigieux studio hollywoodien sur le déclin. Passionné de cinéma, il rêve de produire des films significatifs. Cependant, il se heurte aux réalités de l'industrie cinématographique moderne, où les impératifs commerciaux priment souvent sur l'art. Entre artistes narcissiques, dirigeants sans scrupules et pression constante, Matt doit jongler entre ses ambitions créatives et les exigences corporatives pour tenter de redonner au studio sa gloire d'antan. Première question que j'ai envie de vous poser comme ça, à la débeauté. En une phrase rapide, puisqu'on va développer juste après, quel est votre ressenti global sur la série, Mélanie ? Un foutraque en plan séquence. Vraiment. Déjà, plan séquence, on va beaucoup en parler parce que toute la série est basée sur les plans séquences. Mais c'est un énorme foutraque, c'est un énorme batchasse. C'est vraiment en mode, il se passe tellement de choses. Mais ça fait plusieurs phrases que je donne. Mais justement, c'est ça aussi l'âme de cette série, en tout cas des 2 premiers épisodes qui sont déjà sortis, c'est qu'il y a trop de choses, mais que tu n'arrives pas à perdre ton regard. C'est que tu suis tout le temps et je trouve ça incroyable. Gauthier, de ton côté ? Moi, je trouve très drôle l'idée
qu'on mette à la tête d'un studio un type qui a très envie d'être là, mais qui en même temps a un complexe de l'imposteur permanent et qui est en insécurité, qui cherche l'amour des gens plutôt que de faire tourner son studio. Je trouve que c'est un très bon personnage. Après, je trouve que d'épisode en épisode, comme chaque épisode installe une petite situation sur laquelle on va essayer de boucler l'épisode, je trouve qu'il y a certaines situations que je trouve pas très très crédibles, quoi. Le type est tellement trop maladroit pour être là que j'ai l'impression que je ferais un meilleur taf que lui, quoi. Ouais, c'est sûr que parfois c'est de la caricature et le trait est vraiment forcé. On sent qu'il y a peut-être une étincelle de vérité dans une situation qui a été vue à Hollywood et ils en font quelque chose pour que ce soit justement ils poussent les entertainment. potards à fond, en fait. C'est vraiment ça. Mais après, c'est le cinéma de Seth Rogen, hein, et même de toutes les personnes qui sont là, parce que donc il y a beaucoup d'autres acteurs autour de lui. Et c'est vrai que c'est que des gens, quand tu les vois, ils y vont pas en demi-mesure, quoi. Ils prennent une situation initiale qui est logique et ils se disent, si on allait, petit potard à 11, vraiment, si on allait un petit peu plus que ce qui est possible. Et c'est vrai que moi, je l'adore, ce personnage de Seth Rogen, parce que tu penses qu'il est gentil et en même temps, il fait le boulot le plus méchant du monde, vraiment producteur de films à Hollywood. Je pense qu'il faut pas avoir d'âme, il faut avoir vendu son âme au diable pour faire ce boulot-là. Mais lui, il veut racheter son âme. Vraiment, il a ses petits pénis et il veut vraiment le racheter. Et c'est mignon, quoi. Il est mignon. Moi, je le trouve très mignon. C'est vrai que cette situation de vouloir absolument arriver à faire quelque chose qui marquera l'histoire du cinéma et de se retrouver au final à faire l'opposé complet en se brouillant avec ses idoles, c'est ce qui se passe un peu dans le premier épisode et c'est quelque chose qui est assez dramatique au fond. Oui, dans le premier épisode, il fait pleurer Martin Scorsese, littéralement. C'est horrible. Et il y a même un épisode que je trouve là, pour le coup, assez bien vu. C'est que à travers toute cette série, le fil rouge, c'est qu'ils sont en train de développer une grosse franchise pour faire un très très gros film, à la fois d'animation et pas d'animation, un truc un peu à la Sonic, si tu veux, autour de la marque Kool-Aid, qui ne parle pas beaucoup en France. Mais oui, bon, c'est ça en plus. C'est un soda américain, enfin bon, qui a un petit bonhomme comme logo. Et dans un épisode, ils essayent avec beaucoup de bienveillance, avec l'équipe de production, de faire très attention à la diversité. Et à force de faire très attention à la diversité, ils font tout mal, au fait, quoi. Ils veulent surtout pas se prendre un bad buzz sur les réseaux sociaux. Du coup, ils se disent, est-ce qu'il faudrait que tous les acteurs soient de couleur ? Est-ce qu'il faudrait faire une représentation un peu à la Benetton ? Est-ce qu'il faudrait... Et à force de se poser les questions et de se dire, on va faire quelque chose de raciste sans le vouloir, ils s'en mêlent les pinceaux là-dedans. Et pour finir, il y a quand même un truc qui leur tombe dessus, mais c'était pas ça. Mais c'est très drôle parce qu'en plus, moi j'ai vu que les 2 premiers épisodes, donc ça j'imagine que c'est un peu plus tard, mais ça colle tellement bien à l'actualité parce que t'as Disney qui a annoncé il y a genre 3-4 jours qu'ils arrêtaient justement de faire la diversité. Et en fait, quand t'as cette série qui sort et à côté t'as le plus gros studio d'Hollywood qui dit non mais la diversité, en fait on a essayé, c'est pas terrible. Non mais c'est génial. En fait c'est que ça prend que des réalités en fait qui se passent actuellement à Hollywood et ça se dit en fait on va s'en foutre vraiment, on va se moquer, mais on va se moquer très violemment. Et j'adorerais moi savoir comment justement les studios actuels hollywoodiens la prennent cette série en disant ah mais c'est moi, et mince. Le personnage de Bryan Cranston qui joue le grand big boss du studio, même de la holding qui devient le studio, on sait pas trop. Exactement. Incroyable. C'est exactement ça. Il est absolument abject dans chacune de ses décisions, chacune de ses apparitions. Ils l'ont fait un peu orange. Bon, on voit très bien les références. Mais du coup, c'est pareil. Lui, il n'hésite pas à aller à rebrousse-poil total des tendances actuelles d'inclusivité et tout ça. Ouais, et puis c'est mortel l'idée de voir Bryan Cranston, donc c'est Breaking Bad. Hein, oui, voilà, c'est le héros de Breaking Bad. Oui, alors c'est Hal dans Malcolm. Oui, c'est Malcolm, enfin, bien sûr. On le connaît, c'est un visage très célèbre, et de le voir comme ça en patron qui n'a aucune conscience, s'en fout, il veut juste faire de l'argent et donc c'est pour ça qu'il a racheté la franchise Kool-Aid et qu'il veut en faire un film, alors que c'est complètement débile comme idée, tu vois. Si on le cite, c'est parce que Barbie a marché. Oui, c'est ça. Il veut avoir son Barbie ou son Super Mario Bros et faire plus d'1 milliard de dollars au box-office avec ça. Donc il a même pas réfléchi, il a juste foutu un paquet d'argent là-dessus et il prend une équipe pour exécuter le truc. On apprend dans les 2 derniers épisodes qu'au fait il a 82 ans.
Ah ouais. Et qu'avec la chirurgie esthétique, il a l'air d'en avoir 65. C'est excellent. Alors, The Studio, justement, pour vous, est-ce que ça réussit? C'est une série qui réussit à offrir justement une critique mordante de l'industrie du cinéma, ou est-ce qu'on est un peu trop en surface et dans les clichés? Est-ce que vraiment il y a quelque chose derrière ce qu'on pourrait y attendre de prime abord en voyant la bande-annonce? Bah, encore une fois, moi j'ai vu que les 2 premiers épisodes, mais je pense que au vu de ce que fait Seth Rogen de manière générale, je dirais pas que c'est de la surface, mais ça va pas non plus très profondément. C'est très cliché, c'est très mordant, mais c'est plus une bonne blague, parce que voilà, les traits sont tellement grossis que, à part certains grands sujets qu'on connaît et que voilà, on va pointer du doigt en disant je me doutais, bah voilà, ça parle de Barbie, bah ça parle de diversité. Après, j'imagine que ça évolue à certains épisodes et que ça va continuer à évoluer et que justement, j'espère un crescendo positif là-dessus, ou de plus en plus même qu'il y ait aussi une histoire. Parce que pour l'instant, sur les 2 premiers épisodes, c'est 2 épisodes qui sont pas vraiment liés, dans le sens que le premier, tu as le côté Kool-Aid, le deuxième, c'est parce que il va donc sur le tournage, assister au tournage d'une scène. Mais alors juste cet épisode, excusez-moi, c'est je pense un des meilleurs épisodes de série que j'ai vu depuis très longtemps, quasiment tout tourné en plan séquence pour pouvoir voir le tournage d'un plan séquence au moment de la belle lumière du coucher du soleil d'un film. Enfin, c'est du génie. Vraiment, cette forme est très particulière. Cet épisode est du génie. Il est ultra bien écrit, il est ultra bien réalisé. Et surtout, tout le monde joue son propre rôle. Ça, je trouve que c'est aussi ça, en fait. C'est la vraie force où moi, j'espère que ça va amener quelque chose. C'est que les gens jouent leur propre rôle. À part, effectivement, Bryan Cranston, Seth Rogen qui jouent des rôles. On a Martin Scorsese qui se joue, on a Sarah Polley qui se joue, on a des acteurs qui se jouent eux-mêmes. Dans l'épisode 3, on a Ron Howard et Anthony Mackie, par exemple. Et en fait, justement, d'avoir ces gens qui se jouent, ça veut dire soit que, enfin, ou peut-être même les deux, qu'ils veulent s'amuser, ils veulent jouer, et en même temps, ils ont peut-être un petit truc à pointer du doigt parce que ça leur a plu dans le scénario de base. Je pense qu'il y a ça. En tout cas, l'épisode 1 avec Martin Scorsese, vraiment qui... Mais un chef-d'œuvre, qu'est-ce qui joue bien le fait de pleurer c'est vrai que... sur l'épaule de Charlize Theron, pardon, mais cette phrase est un camoulox et c'est incroyable. Et je pense que ça peut pointer quelque chose du doigt, mais après, j'attends de voir s'il y a une vraie évolution dans la série, parce que si ça reste que comme ça, des petits sketchs, ça va être génial, mais l'évolution d'un personnage, c'est quand même vachement intéressant. Mais ça fera peut-être pas date. Gauthier, t'as été plus loin, toi, je crois. Ouais, j'ai fini la série. Effectivement, les épisodes fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu indépendants les uns des autres. Il y a des gros fils rouges, mais chaque épisode a sa petite forme. Et alors, je trouve, pour répondre à ta question, que justement, la forme de cette série est à la fois sa très, très grande force et aussi peut-être sa faiblesse. C'est-à-dire qu'à force de faire des plans séquences, de nous montrer qu'on tourne en temps réel et d'avoir des jeux de miroir entre la fiction et la réalité et tout ça, nous, ça nous parle parce qu'on est très cinéphile. Après, je pense que les gens qui sont pas aussi cinéphiles que nous, ils vont se dire un petit peu, bon, ça m'intéresse pas beaucoup ce truc-là. Mais quand même, enfin, par exemple, l'épisode 4 est un épisode avec Olivia Wilde qui tourne son film. Il y a Zac Efron aussi là-dedans. Et on découvre qu'une bobine a été volée. Et parce qu'une bobine a été volée, tout l'épisode devient un film néo-noir où ils sont en impair avec un chapeau et tout ça, et où Seth Rogen, pour faire la voix off, parle à son dictaphone. Enfin, c'est super marrant, et donc ils enquêtent sur la disparition de la bobine. Et c'est un vrai petit film noir, et ça, c'est trop... Enfin, en fait, c'est vraiment un hommage au cinéma pour les cinéphiles. Exactement, exactement. Ça marche vraiment comme un formidable hommage au cinéma. Et j'ajouterais aussi que ça nous permet aux cinéphiles de France de se rendre compte de la différence de la cinéphilie à Hollywood et de la cinéphilie en France. Ça ne veut pas dire totalement la même chose. Par exemple, l'épisode où il y a Ron Howard dont tu parlais, tu vois que les studios, mais ils sont par terre devant Ron Howard. Ils sont là genre... Waouh, c'est le dieu sur Terre, c'est le gars qui a fait un homme d'exception. Alors que nous, Ron Howard, chez nous, on s'en fout un peu. On aime bien. On l'aime bien, mais de loin. Et puis un homme d'exception, on n'a jamais trouvé que c'était le film le plus badass de tous les temps, tu vois. Enfin. Disons qu'on a plus de respect peut-être pour un Martin Scorsese. Voilà, exactement. De notre point de vue. Je pense, et après, alors,
c'est très générationnel. Moi, c'est justement, je pense que c'est une série qui peut plaire à différentes générations. Alors, je suis complètement d'accord sur le fait que c'est à la fois son avantage et son inconvénient, que ça ne plaît qu'aux cinéphiles, enfin aux gens qui s'intéressent au cinéma. Surtout, en tout cas. En tout cas, Avant tout, principalement. Ça peut créer des vocations, je pense. Enfin, des vocations, en tout cas, un amour un peu caché de « Ah, mais en fait, ça se passe comme ça, c'est rigolo, ça m'intéresse. » Mais c'est vrai que ça permet, en fait, d'aller un petit peu plus loin. Et moi, je pense que c'est ça son vrai avantage, c'est que on voit un petit peu plus que ce qu'on peut imaginer. Après, encore une fois, avec les potards à 11. Mais ça... Moi, je trouve que ça peut titiller l'imagination et l'intérêt des gens, en tout cas sur c'est quoi le cinéma, même si c'est vraiment de la comédie et tout. Mais je sais pas, moi j'y vois un truc de très 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 positif dans cette série. Et puis bon, la comédie de toute façon c'est ultra rassembleur, voilà, ça fait du bien aux gens. Et c'est aussi, il faut le dire, c'est extrêmement drôle. Ouais, bien sûr. Et c'est un comique de situation, ce qui est le plus dur, je trouve, à écrire. Parce que faire des blagues, c'est facile. Mais le comique de situation, c'est très très dur d'en faire des bons qui marchent, qui sont pile on point. Là, je trouve qu'en tout cas, en 2 épisodes, moi, à chaque fois, je suis là genre, ils m'ont eu à la seconde où il fallait. Absolument. Et puis, il faut quand même préciser que derrière toutes ces situations parfois assez embarrassantes, il y a tout un épisode au Golden Globes qui est incroyable, avec plein de stars partout, où Seth Rogen, il veut juste dire à Zoe Kravitz que si elle gagne, ça serait sympa de le remercier quand même. Et il ose pas, il sait pas comment le dire et tout ça. Derrière toutes ces situations embarrassantes, il y a quand même une très grande bienveillance pour Hollywood. Et genre, justement, tu parlais d'entre-soi peut-être tout à l'heure, sans mettre le doigt dessus exactement, mais outre ce peut-être problème, est-ce qu'il y a ce qu'il faut pour justement que le grand public puisse quand même raccrocher les wagons? Je veux dire, il y a pas mal de comment on appelle ça, des enjeux actuels qui défraient la chronique régulièrement, entre les blockbusters contre les films d'auteur, l'influence des plateformes de streaming, donc c'est notre sujet à Originals, et l'industrie, etc. Tous ces sujets-là, tu penses qu'ils sont vous pensez qu'ils sont quand même assez mis en avant pour que on puisse rattraper les wagons? Moi, je me suis dit en regardant dans la série que c'était quand même une série qui racontait simplement, enfin de façon simple et assez directe, une forme de réalité hollywoodienne actuelle. Ah oui, complètement. On les voit bien avoir leurs projets qui doivent faire $1 milliard et en même temps financer à côté des films un peu prestige pour avoir des Golden Globes et des Oscars, et en même temps avoir des annonces à faire au prochain CinemaCon. Et il ménage la chèvre et le chou tout le temps comme ça. La raison pour laquelle il fait pleurer Martin Scorsese, c'est que Martin Scorsese arrive avec un projet qui pourrait se transformer. Et que j'ai envie de voir maintenant. Oui, maintenant on a tout envie de le voir. On est d'accord que c'est le meilleur pitch de série et que tu te dis non, mais tu veux faire ton film sur Jésus ? Non, fais ton film sur Kool-Aid, s'il te plaît. C'est ça. Et donc, Martin Scorsese a un projet qui pourrait inclure la marque Kool-Aid et qui pourrait être le dernier film de Martin Scorsese. Le problème, c'est que le message qui serait livré sur Kool-Aid est le mauvais message et nuirait à la franchise plus qu'autre chose. Et Seth Rogen, tout de suite, quand il entend le pitch, il dit, tu sais quoi, je te file $250 millions pour faire ton film, je t'achète ton scénario 10 millions ou je sais pas trop quoi. Enfin, il fout tout le pognon là-dessus. Et puis, pour finir, il y a son patron qui lui explique que ça va pas le faire. Il faut surtout pas faire ça pour nuire à la marque Kool-Aid. Et du coup, il se retrouve au lieu de financer le dernier film de Scorsese, à enterrer le dernier film de Scorsese et à faire le contraire de ce qu'il voulait faire, ce qui est épouvantable, quoi. Et ce qui est une réalité, en fait. C'est que vraiment, aussi, pour le coup... Acheter des films pour les empêcher de se faire. Ça se fait... Ça se dit pas. Évidemment que ça se dit pas, mais ça s'est toujours fait. De toute façon, en fait, c'est la base de Hollywood, c'est de faire déjà du troc. Vraiment, entre les studios, ils se font du troc d'acteurs, de scénaristes, tout ça. Mais en fait, c'est aussi... c'est vraiment la bataille à qui aura la plus grosse, c'est un peu le cas de le dire, et donc qui aura le plus gros film. Et donc, ça leur permet d'enterrer... Il y a eu des histoires comme quoi il y a des acteurs qui ont été volés, qui finalement n'ont pas pu faire parce que tel voulait en fait le garder, parce qu'il savait son potentiel. En fait, ça, pour le coup, le côté réalité... il est complètement présent. Et puis surtout, ce qui est bien pour les gens qui regardent ça, c'est que il y a beaucoup de refs.
C'est très référencé à l'actualité. Donc effectivement, cette idée de vouloir faire un film, une franchise sur Kool-Aid, ça vient du fait de Barbie, et ils expliquent un petit peu pourquoi, mais si Mattel, ils sont arrivés à faire ça et à gagner des milliards de dollars, nous aussi on peut le faire. Et en fait, quand on entend ça, on entend un Bryan Cranston orange qui te dit ça, et tu te dis mais il est complètement stupide. Et en fait non, ça montre vraiment comment ça se passe. Comment les patrons de Oui. studio, C'est ça, quel c'est est leur que- état d'esprit? C'est que vraiment, j'ai adoré Barbie, je trouve que c'est un super film, mais on va pas se mentir, ça fait de la pub à Mattel, ça fait de la thune à Mattel, et donc c'est une super, c'est une super nationale qui vraiment s'est mis plein de sous dans les poches, ce qui n'est pas positif en fait de ce point de vue-là. Tout ce que le film en plus essaye de dénoncer, au final Mattel l'a eu. Il participe au il truc, participe. Donc, Mais ça, c'est une question dont on se sortira jamais. Moi, à titre personnel, j'excuserais toujours les grandes multinationales de s'en mettre plein les poches s'ils nous livrent des choses de qualité derrière. Moi, ça me Oui. va. Le contrat est rempli. En plus, je crois que Barbie a été sujet à ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire est passé de studio en studio, s'est fait Absolument. racheter, a été plusieurs projets différents, a été retardé. En fait, le film, on aurait dû le voir il y a bien longtemps, quoi. Mais c'est aussi la force du film Barbie, c'est d'avoir été un petit peu retardé comme ça, et ça a Pour tomber au bon moment. Voilà, ça lui a Mais- permis de tomber au bon moment. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que là, la série, en tout cas, permet justement aussi d'avoir une vision sur un Hollywood qu'on ne connaît pas forcément, ou qu'au contraire qu'on connaît. Donc, je pense que même sans être très connaisseur du monde d'Hollywood, on peut très bien comprendre le film. C'est vrai que, oui, quand on connaît bien, quand on est vraiment, quand on bouffe ça matin, midi, soir, au contraire, ce qui est bien, c'est qu'on voit les petites subtilités, on voit les petits clins d'œil. On a des trucs en plus. C'est ça, les petits trucs en plus. C'est en fait, dans le fond, il y a un magazine qui parle en fait de ce film qui a été. J'adore voir ce tout petit détail. Mais ceux qui n'ont pas ces petits détails, je pense qu'ils passent quand même un très bon moment en fait. C'est vraiment très tout public. Je voulais revenir très brièvement sur ce dont on parlait juste avant l'émission. Moi, il me semble qu'il y a une espèce de réflexion dans cette série autour d'un réel événement qui s'est passé chez Sony. C'est-à-dire que Sony, en 2015, a sorti un film qui s'appelle The Interview, qui De était Seth Rogen, justement. avec Seth Rogen et James Franco, il me semble, dans les premiers rôles. Et c'était un film qui se moquait de manière complètement assumée de la dictature en Corée du Nord. Et en représailles, la Corée du Nord a donc fait fuiter toutes les infos secrètes de Sony sur tous ses projets à venir. Et suite à cette fuite, la productrice exécutive du studio historique, qui était Amy Pascal, s'est faite licencier du jour au lendemain. Et donc, elle a été remplacée. Et à partir de là, Sony a eu une succession de triomphes et d'échecs et de projets bizarres, comme le projet, le film The Emoji Movie, qui était quand même un peu une grosse blague, pareil, avec un casting vocal de fou et tout, qui a fini par s'écraser par terre. Et donc, voilà, que tout ça vienne de Seth Rogen. Je me demande si Barbie a pas été dans les circuits de Sony à un moment, ou je sais plus. Enfin, que tout ça vienne de Seth Rogen, qu'il en soit un peu le fautif et qu'il soit la personne qui fait la série, qui fait la catharsis de tout ça, je trouve que c'est assez chouette. En tout cas, ça s'appelle The Studio. Et quand on parlait justement de personnalités qui viennent jouer leur propre rôle, même s'il est romancé pour l'occasion, je vous en cite quelques-uns et pas des moindres: Paul Dano, Zac Efron, Ron Howard, Zoe Kravitz, Martin Scorsese, Charlize Theron, Steve Buscemi, Olivia Wilde, Adam Scott, Johnny Knoxville, enfin voilà, il y en a plein. Ce joli Sarah Polley aussi, Zack Snyder, enfin bon voilà, ça n'arrête pas. Ils sont là à chaque épisode, enfin non, ils font des apparitions d'épisode en épisode, un petit peu comme sur le schéma de 10%, c'est pour ça que j'avais Exactement, cité 10% en ouverture. C'est vrai. Dernière question, ça plaira aux cinéphiles, on l'a compris, mais sinon plutôt à qui on le conseillerait, ce The Studio d'Apple TV+. Moi, je dirais que si tout ce qu'on vient de vous raconter là vous a fait sourire un petit peu quand même, laissez-vous tenter, parce que moi j'avais regardé les premiers épisodes avec ma femme, et au bout d'un moment j'ai dû lui dire: écoute, je vais regarder la suite de mon côté parce que je dois aller vite, au fait je dois tous les enchaîner là, mais je crois que ça lui a beaucoup plu et qu'elle aura bien continué si tu veux. Ok. Là, pour le coup, à qui, je ne sais pas. La seule chose que je pourrais dire, c'est attendez de voir l'épisode 2. Et en fait, à la fin de l'épisode 2, vous allez vous faire votre avis. Parce qu'en fait, l'épisode 2, vraiment, encore une fois, je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre dans ce qu'il montre, dans ce qu'il dit, dans sa forme, dans son fond. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Et en fait,
c'est bien, hein, attendre 2 épisodes, sachant que c'est des épisodes de 30-40 minutes. Ouais, une demi-heure. c'est ça. Autour d'une demi-heure. Alors, juste, meilleur argument pour voir vraiment une série, une demi-heure. En fait, voilà, à la fin de l'épisode 2, c'est simple, si vous avez trouvé ça absolument... Si à la fin de l'épisode, vous relâchez enfin la tension, vous arrivez à respirer, c'est que vous avez aimé. Parce que moi, vraiment, jusqu'à la fin, enfin vraiment la toute dernière séquence de l'épisode 2, je me suis retenue de respirer, en fait, parce que vraiment, il y a un moment de malaise, faut que ça aille vite. Ah, mais en fait, je peux respirer à la fin, c'est fini, à le générique. Et je pense que si vous avez ce sentiment-là, c'est que vous allez adorer. Surtout que cet épisode 2, donc ça, il est en plan séquence comme tu le disais, mais il parle d'un plan séquence. c'est ça. Donc, Voilà, à faire. C'est ultra méta, j'adore. Et à faire, c'est de réussir un plan séquence qui fait foirer un autre plan séquence. C'est fort. C'est fort. Et puis tout simplement, si vous vous demandez comment ça marche Hollywood, Bah oui, bien sûr. bah voilà, regardez ça. En fait, c'est vraiment... Voilà, je pense que, encore une fois, c'est une comédie, c'est une parodie. Parce que oui, il y a le côté parodique aussi, hein, vraiment. Mais c'est une parodie dans les personnages principaux. C'est pas une parodie dans les gens qui font les films. Parce que voilà, l'épisode 2, c'est avec donc Sarah Polley qui fait un film. C'est vraiment comme ça que ça se passe en tournage. C'est vraiment, vraiment comme ça. Donc, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble un tournage à Hollywood, là, vous allez le voir pour de vrai. Avec les combos, donc c'est les petites télés pour regarder les retours, avec on a tous les assistants réals qui courent dans tous les sens. Un tel va me chercher un café. Un tel, en fait, il a le costume du figurant, truc comme ça. Ça se passe exactement comme ça. C'est, pour le coup, très réaliste. Et je pense que ça, c'est une de ses grandes forces. C'est pas de faire du semblant comme il y a pu avoir avec d'autres séries. Là, pour le coup, moi, j'ai d'autres exemples de séries qui ne l'ont pas bien fait. Et là, je trouve que pour le coup, celle-là, elle marche. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Je rappelle que The Studio est disponible depuis le 26 mars sur Apple TV+, au rythme de 1 épisode par semaine. Et je vous propose de laisser maintenant de côté les gros bonnets hollywoodiens pour un documentaire 100% rock. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. 3 générations de guitaristes légendaires se retrouvent dans une même pièce pour parler de leur instrument fétiche et de leur vision du rock. Qu'est-ce que c'est que ça, Gauthier ? C'est un documentaire qui s'appelle It Might Get Loud, qui est disponible sur Amazon Prime Video. Et je vais vous dire pourquoi ça fait plus de 15 ans que j'essaye d'en parler et de le mettre en valeur. I drive everyone crazy trying to get the sound that I can hear in my head to come out of the speakers. It's my voice. That is my voice. We're going there to have a chat, but it just so happens that the instruments are there as well, so who knows? I plan to trick both of these guys into teaching me all their tricks. It's going to be very interesting. When the three of us get together, what's going to happen? Probably a fist fight. Alors, en gros, en 2008, début 2008, on demande à Jimmy Page, à Jack White et à The Edge de U2. Alors The Edge, U2, Jimmy Jack Page, White. les Zeppelin, et Jack White des White Stripes. Voilà. On leur demande tous les trois de se réunir dans une même pièce et de parler de leur passion principale, qui est évidemment la guitare. Et donc, ils vont discuter tous les trois, ces trois légendes, de leur rapport à cet instrument de musique. Et puis, ils vont faire un peu des buffs. Et surtout, ils vont revenir à l'origine de leur passion. Ils vont se raconter eux-mêmes, retourner peut-être sur les endroits où ils ont enregistré leurs premiers trucs, et donc partager ça ensemble. La raison pour laquelle c'est un projet qui me tient vachement à cœur, alors je suis désolé, je vais devoir vous raconter une anecdote un petit peu longue, mais quand j'étais... mon premier travail, c'était d'être assistant d'édition vidéo, donc je devais trouver des films à sortir en DVD. Et en 2009 est sorti ce film-là qui m'intéressait beaucoup, mais qui n'a pas trouvé ni de distributeur en France, ni d'éditeur vidéo, ni rien. Donc en France, je savais juste qu'il existait ce film, mais j'y avais pas accès, je pouvais pas le voir. Et donc moi, j'ai commencé à batailler avec mes patrons pour qu'on en fasse une édition vidéo. Vous aurez compris que c'est une bataille que j'ai perdue, puisque le film n'a jamais été édité en vidéo, donc il n'est jamais sorti. Et maintenant, il est enfin disponible, et il est enfin disponible grâce aux plateformes. Et je trouve que c'est aussi une des vertus des plateformes qu'il faut mettre en avant dans cette émission, c'est que les plateformes, non seulement permettent à des contenus qui n'existent pas de se faire, mais elles permettent aussi à des contenus invisibilisés d'avoir une visibilité, et ça, je trouve ça super. Ensuite, pourquoi il faut regarder ce documentaire ?
Bon, déjà, il faut être un petit peu intéressé par la musique, mais il y a quelque chose de fascinant à voir non seulement ces 3 générations de guitaristes se parler, comme tu l'avais dit. Ils ont 20 ans d'écart à peu près chacun. Oui, c'est ça, 15-20 ans à peu près. Et il y a aussi que dans le lot, tu as un Britannique, un Irlandais et un Américain. Et ils vont avoir tous les 3 une conception très différente de la musique. On se rend vite compte, par exemple, que Jack White des White Stripes, c'est un peu un bricoleur du Midwest. Il y a toute une séquence, la première séquence du film, c'est qu'on le voit bricoler des trucs avec une bouteille de coca et puis 3 planches et puis des clous et on ne sait pas ce qu'il fout. Et au fait, il finit par mettre un micro, tendre un câble et jouer en branchant ça à un ampli et faire voilà une guitare électrique. Et tu te dis, ah ouais, ok, bon, finalement, lui, il sait fabriquer une guitare électrique comme ça au fond de son jardin. Donc lui, ce qu'il aime, c'est le son un peu brut de décoffrage de la guitare électrique, c'est ça qu'il va chercher. Alors que The Edge de U2, c'est pas du tout son cas. Lui, The Edge, son truc, c'est de gratter le moins possible et d'utiliser au plus les effets pour que ça sonne exactement comme il a envie que ça sonne. C'est un esthète. D'ailleurs, c'est tellement un esthète qu'on découvre qu'il a embauché un mec qui gère ses effets. Donc lui, il est derrière sa guitare et il dit « Ah, je voudrais plus de ceci, moins de cela, je voudrais que ça sonne un peu plus comme ça. » Et son gars, il a des potards devant lui, et puis là, il appuie sur les boutons et ils essayent de trouver ensemble. Et Jimmy Page, évidemment, c'est autre chose, parce que Jimmy Page, la guitare électrique, c'est presque lui qui l'invente, tu vois. Donc, et on découvre qu'il est musicien de studio avant Led Zeppelin pour des trucs hyper connus, qu'il a joué sur Goldfinger et tout ça. Donc, les premiers, il est un des premiers grands musiciens de studio. Les 2 autres ne font que perfectionner ce que lui, il a fait, ce que lui, il a inventé. Et évidemment, il va raconter des choses mythiques, comme la fameuse guitare de Jimmy Page qui a 2 manches. Pourquoi il se sert de ça ? Ça lui permet de faire à la fois la partie acoustique et électrique de Stairway to Heaven sans avoir à changer de guitare et tout. Donc tout ça est assez passionnant. Le petit défaut du film, c'est qu'on attend beaucoup. On a envie de leur dire, vous voulez pas jouer ensemble, juste. Vous voulez pas jamais. On l'attend, on l'a finalement à la fin. Mais on l'attend peut-être un petit peu beaucoup et peut-être aussi que j'aurais aimé plus les entendre échanger les uns avec les autres. Le film passe un peu de temps à suivre les uns et les autres dans leur lieu d'origine et à les séparer comme ça, et il y a trop peu peut-être de séquences où ils sont ensemble et où ils se parlent. Mais en tout cas, c'est incroyable d'avoir réuni ces 3-là qui ont maintenant un autre âge, puisque c'était il y a déjà plus de 15 ans. Et on a bien suivi leur carrière, on a vu que ce sont devenus, maintenant on le sait, que ce sont 3 légendes, quoi. Merci beaucoup Gauthier. Mélanie, de ton côté, c'est le genre de truc qui pourrait t'intéresser De base, pas trop, mais en fait, tu l'as trop bien vendu. Donc vraiment, gentil. Pour le coup, c'est que j'adore les documentaires qui racontent la vie des gens de manière passionnante. Là, vu comment tu l'as vendu, ça me donne vraiment envie de découvrir, quoi. Puisque ce que j'aime, c'est que c'est un pas de côté. C'est pas juste un documentaire comme les autres. C'est là, on a vraiment eu une idée pour attaquer la musique. Voilà, c'est un concept et on peut pas refaire ça. Moi, j'aimerais voir ça, mais maintenant avec 3 cinéastes. Ah ouais, ça serait bien. Je vais le faire. Ça s'appelle It Might Get Loud et donc c'est disponible a priori sur Prime Video, comme tu disais, mais aussi sur Max. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec l'avant-dernière partie de cette émission. C'est le moment de l'agenda. Et cette semaine, c'est la semaine du 1er au 6 avril, la maison vous propose, alors déjà sur Netflix, un film sur l'univers des DJ. Alors ça a l'air bizarre un petit peu comme ça, mais si je vous dis que c'est avec Vincent Cassel et Mister V. Ouais, j'ai très envie de le voir. Banger, ouais. Voilà, ça s'appelle Banger, c'est disponible depuis mercredi dernier, donc le 2 avril. Et voilà, j'ai un petit pitch à vous faire, puisque Scorpex, donc c'est un nom de DJ, attention, incarné par Vincent Cassel, est un DJ légendaire en perte de vitesse qui semble être le seul à ne pas réaliser que ses jours de gloire sont derrière lui. Lorsque Rose, jouée par Laura Felpin, une agente excentrique de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ou la DGSI, lui propose l'opportunité de faire tomber Vestax, un autre DJ incarné cette fois par Mister V, son jeune rival très en vogue, Scorpex y voit donc une chance pour revenir sur le devant de la scène avec un nouveau banger. Qu'est-ce que c'est qu'un banger pour les plus âgés qui nous écoutent, Gauthier ? Je suis déjà trop vieux, moi, pour expliquer ce qu'est un banger. Un banger, c'est un morceau qui fait secouer les têtes, non ? Alors, c'est un morceau c'est un hit. C'est un truc qui marche bien, quoi. Un hit, mais de cette idée-là, c'est passé dans le langage un peu commun chez les plus jeunes. Et du coup, c'est un banger, c'est quelque chose de très bien.
pas forcément un morceau de musique, mais ça peut être n'importe quoi. J'adore le fait de devoir expliquer, ça prouve vraiment qu'on a tous dépassé la trentaine. J'adore. Donc c'est disponible sur Netflix. C'est réalisé par Sommet, de son vrai nom Bertrand Lagrosse de Langeron, qui est un graphiste français du label Headbanger Records. Et Headbanger Records, ça reste quand même une institution dans le cadre de la musique électronique. J'adore parce que le pitch fait vraiment film qui peut se casser la gueule, mais que j'aimerais quand même, quoi qu'il arrive. C'est fatal, c'est vraiment fatal, mais maintenant. C'est un peu ça. Ouais, moi ça me va, il y a Laura Felpin, donc je signe direct. Le 2 avril toujours est sorti, changement de registre, Sweet Pea sur Paramount+. Sweet Pea, c'est une série en 6 épisodes, une quête de vengeance entre thriller et comédie noire. Et c'est avec Ella Purnell en rôle titre. Donc là, on est sur quoi ? On est sur une jeune femme discrète et effacée qui est souvent ignorée par son entourage. Et sa vie bascule lorsqu'elle atteint un point de rupture qui la pousse à exacerber ses actes de vengeance et en gros de tuer tout le monde autour d'elle ou alors de se venger de manière absolument abrupte. Donc voilà, c'est ce moment où Sweet Pea devient un petit pois plus épicé, en gros. Et la Purnell, c'est l'héroïne de Fallout et de Yellow Jacket, c'est tout ça ? à fait. Oui, bon, tu m'as eu là. Ouais, Okay. pareil. Et voilà, donc c'est sur Paramount+, cette fois. Génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le lendemain, alors si je me remets dans une chronologie, c'est jeudi 3 avril, une série avec Kevin Bacon en chasseur de démons. Oui, bien sûr, oui, absolument. Oui. Bah oui, ça mais s'appelle... non, dis pas plus. Ça y est, c'est bon, c'est vendu. 8 épisodes de 30 minutes. Ah, j'adore cet argument. Sur Prime Video, The Bondsman, ça s'appelle. Alors là, je suis obligé, le pitch officiel, je ne l'ai pas changé d'une ligne. Hub Halloran, donc c'est Kevin Bacon, chasseur de primes assassiné et ressuscité par le diable pour piéger et renvoyer les démons qui se sont échappés de la prison de l'enfer. En poursuivant ces démons avec l'aide et les obstacles de sa famille, Hub apprend que ses proches péchés ont condamné son âme, ce qui le pousse à chercher une seconde chance dans la vie, l'amour et la musique country. Ah, le dernier, je l'ai pas vu venir. Ah ouais, tout le long, j'étais là genre, oh non, ça a l'air country. Ouais. Et j'ai un truc à vous dire là-dessus, c'est que le lendemain, donc le 4 avril, la BO sort dans les bacs et sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes aussi audio. Et donc c'est un album de country de Kevin Bacon. Bah oui. Ah, c'est trop bien. Je pense que je vais juste écouter l'album, mais en vrai, oui. Je suis tellement admiratif de Kevin Bacon, il est quand même à l'origine de la théorie de 6 degrees to Kevin Bacon, hein, qui signifie qu'on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Kevin Bacon, c'est ça. Ouais. Ah, mais oui. Mais oui. Ah oui, parce que moi j'avoue Kevin Bacon, j'ai découvert vraiment qui c'était dans American Dad parce que Roger à un moment il a un faux nez et il se fait passer pour Kevin Bacon. Vraiment. Bah voilà, on est tous à 6 degrés de Kevin Bacon. Oh, j'adore. La même date sur Netflix, les fans d'animation pourront se délecter ou pas du nouveau dessin animé japonais, une série qui est par le même réal que ceux qui avaient fait Castlevania sur Netflix toujours. C'est l'adaptation du jeu vidéo Devil May Cry, donc du chasseur de primes à moitié démon contre des démons et qui aime bien la pizza. Là, je vous le fais de manière un petit peu... C'est une tortue ninja, le truc. C'est ça. Un petit peu comme ça, mais en vrai, c'est quand même Dante et Vergil qui seront à l'honneur. Et pour les fans de Devil May Cry, et notamment du studio Mir, c'est quand même quelque chose. Voilà, c'est 8 épisodes sur Netflix le 3 avril. C'est un jeu vidéo hyper célèbre. Moi, j'ai jamais réussi à m'y mettre vraiment, mais je pense que ça a plein de fans que ça va intéresser. Ouais, ça date de 2001, avec la sortie de la PlayStation 2, hein, donc ça ne nous rajeunit pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le 4 avril, Dying for Sex sur Disney+, 8 épisodes de 30 minutes encore une fois. Cette fois, c'est une série dramatique avec Michelle Williams, puisque Dying for Sex, ça raconte l'histoire de Molly Cohan, donc qui est interprétée par Michelle Williams et qui est diagnostiquée d'un cancer du sein métastasique de stade 4. Et elle décide de tout planter pour vivre sa vie et ses pulsions et les suivre à fond, et notamment ses pulsions sexuelles en l'occurrence. Et voilà, c'est une ode à la libération et à sortir des carcans quand on est devant le fait accompli d'une échéance à court terme. Ok. C'est sur Disney+. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sur Prime Video, on a toujours le 4, donc aujourd'hui, la saison 1
en 6 épisodes d'un polar surnaturel empreint de folklore breton. Oui. C'est une exclue Prime qui sortira sur France Télévisions C'est ça. un petit peu après. Donc c'est pour ça que nous on peut en parler parce que pendant quelques semaines, c'est en exclu sur les plateformes. Ça s'appelle Anaon. Et donc vous l'avez compris, c'est une série française. C'est créé par Bastien Darfoy en collaboration avec Sylvain Caron et Elsa Vasseur. C'est réalisé par David Oureg et c'est avec Guillaume Labbé et Capucine Mallard. Et j'ai vu la série parce qu'elle était présentée en compétition, je Oui, sais je plus crois en quoi, à compétition. Sérimania. Ouais. C'était international ou française, en compétition française à Sérimania. Donc j'ai pu voir les 2 premiers épisodes. C'est très intéressant. C'est pas forcément mon genre de série, mais par contre, ce que j'ai adoré, c'est que c'est très beau. C'est très bien réalisé. David Oureg, de toute façon, très grand réalisateur. C'est lui qui avait fait Scam, il me semble. Enfin, tu le vois, dans les séries françaises, il est tout le temps là. Et en fait, moi, personnellement, je ne suis jamais allée en Bretagne. Je suis désolée pour les Bretons, mais je vais le rattraper un jour. Mais par contre, ça m'a justement vraiment donné envie d'aller en Bretagne parce que c'est filmé, mais tellement bien. Parce que voilà, il y a toute une histoire. C'est perdu c'est dans un petit village en Bretagne. Donc, on est beaucoup dans les forêts, au milieu des menhirs, tout ça. Et j'avoue que c'est très, très bien filmé. Juste pour ça, c'est cool. Il y a un côté un peu... Je leur avais sorti, quand je les avais rencontrés à Sérimaniac, c'était un Stranger Things au beurre salé. Ils avaient pris ça moitié bien. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. En vrai, c'est une bonne expression. Oui, parce en vrai, il avait bien pris. Effectivement, l'histoire, c'est un flic qui est sur une enquête de disparition d'une jeune fille. Sauf que sa propre fille elle va être plus ou moins mêlée à cette histoire-là. Et on se rend compte au fur et à mesure. Il y a en fait une créature qui vient de la mythologie bretonne. Vraiment. Donc, tu vois, tous ceux qui ont là leur drapeau breton pendant les manifs, c'est votre série, c'est votre moment, en fait. On change de registre. Donc ça, c'est sur Prime Video à partir d'aujourd'hui. Dans quelques jours, le 6 avril, vous pourrez retrouver sur Max un autre animé qui s'appelle Lazarus. C'est 13 épisodes, mais de 26 minutes. Et alors, si on en parle, pourquoi ? C'est parce qu'il y a un mélange des genres qui, je pense, va faire relever le sourcil à plusieurs personnes. Déjà, si je vous dis que c'est la nouvelle série de Shinichiro Watanabe, ça vous parle peut-être pas, mais sachez que c'est donc le créateur de Cowboy Bebop. Ah oui. Donc, c'est le nouveau projet du créateur de Cowboy Bebop. Et pour des scènes d'action, il s'est fait accompagner d'un certain Chad Stahelski. C'est ni plus ni moins que Monsieur John Wick. Bien sûr. Et donc, ces deux messieurs se sont accordés pour créer cette série animée. Et donc, l'histoire, c'est qu'en 2052, après une ère de paix et de prospérité qui règne sur la planète grâce à un médicament miracle développé par un docteur... le docteur Skinner, et que donc tout va bien, sauf que 3 ans après sa disparition, à ce fameux docteur, il réapparaît pour annoncer que tous ceux qui ont pris de médicaments magiques vont mourir dans les 3 ans qui viennent. Et donc un groupe spécial de plusieurs agents nommés les Lazarus, en référence biblique, est constitué pour sauver l'humanité du plan machiavélique du docteur savant fou, tout ça. Ok. Ça a l'air chouette. C'est sur Max. Ouais, ça a l'air bien. C'est sur Max. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ? En vrac, on a la saison 4 de How to Sell Drugs Online Fast sur Netflix. Et c'est à peu près tout ce que j'avais sélectionné. C'est tout pour les sorties aujourd'hui. Avant de boucler, j'ai un tout petit message pour si quelqu'un nous écoute chez Disney+. En hommage à Val Kilmer, s'il vous plaît, remettez la série Willow disponible sur votre plateforme. Je sais que Romain l'avait pas beaucoup aimé, mais moi, ça m'avait beaucoup plu. En plus, il est pas dedans. Il est même pas dedans, non, mais on s'en fout. Mais non, juste. Mais le film Willow aussi. Le film Willow et tout ça. Et le documentaire qui, lui, pour le coup, est disponible. Oui, sur Prime. Oui, absolument. Ce sera donc tout pour aujourd'hui au niveau des sorties. Mélanie, je te propose de rester bien confortablement sur ton siège, car on va passer maintenant à l'interrogatoire habituel de fin d'émission. C'est l'interview originale de Mélanie Toubou. Mélanie, je te rappelle le concept. 10 questions pour mieux cerner quelle utilisatrice de plateforme tu es. Est-ce que tu es prête ? Oh oui, je suis prête. J'adore les jeux. On commence tout de suite. Ciné, animé, série, documentaire. Qu'est-ce qui t'attire en priorité sur les plateformes ? Alors vraiment, je pense que la réponse c'est un peu dans mon nom. Je m'appelle la manie du cinéma. Vraiment, je regarde... Alors, actuellement, moins. Je regarde plus de séries, mais de base, je regarde vraiment un film par jour et 2 à 3 épisodes de séries par jour. Donc, je suis vraiment... Je bouffe de ça toute la journée. Donc,
quantitativement plus de séries, mais qualitativement plus de films. Qu'est-ce qui t'a fait passer le pas, essaie de te souvenir, quand tu as commencé à intégrer vraiment les plateformes à tes habitudes? Est-ce qu'il y a une série ou un film déclencheur où tu t'es dit « Ah là, c'est bon, je m'abonne » Sur la première, peut-être, tu vois, comme Je ça. pense que comme beaucoup de gens, c'était Netflix. Hein. Parce que vraiment, pour le coup, quand c'est arrivé, c'était la plateforme qui avait le plus. Et je sais... Ah, je me demande si c'est pas Orange is the New Black. Hein. Je me demande, ouais, je suis quasi sûre que c'est Orange is the New Black sur Netflix. Il y a donc maintenant 10 ans. Une dizaine d'années. Ouais, hein. une dizaine d'années. Et c'était la première fois qu'on avait une série aussi longue comme ça, en fait, parce que vraiment, mes séries avant, c'était du Friends, du Big Bang Theory, Game of Thrones, évidemment, mais voilà, Game of Thrones, il n'y avait pas ce truc de la plateforme, alors que là, avec Orange is the New Black sur Netflix, j'ai vraiment eu le truc de découvrir ce que c'est que le binge-watching, en fait, où vraiment, j'ai bouffé la série, et c'est un super souvenir, et même, normalement, je re-regarde beaucoup, genre là, actuellement, je suis à mon 7e visionnage de Brooklyn Nine-Nine. Ah oui. Ouais, j'ai un problème avec cette série. Mais je la regarde, en fond, en faisant du sport, un truc comme ça, quoi. Mais Orange is the New Black, c'est la série que je ne veux jamais revoir, tellement j'en ai un bon souvenir de quand je l'ai découverte. Okay. Parce que c'était vraiment une découverte, à ce moment-là, de ce genre de série. Plutôt nouveauté ou fond de catalogue pour des séances de rattrapage? Totalement fond de catalogue. Je suis pas très nouveauté. Ça m'arrive rarement. Même des nouveautés, je peux mettre peut-être des mois, voire des années à les découvrir. Moi, j'adore regarder des classiques. Et j'aime les plateformes qui proposent des classiques. Donc j'avoue que moi, ouais, mes plateformes préférées, c'est vraiment, je vais voir dans leur onglet classique du cinéma, trucs comme ça. Là, je bouffe tout. Mais dès qu'il y a des trucs qui sortent, sauf si c'est vraiment quelque chose que j'attendais, qui me donne vraiment envie, sinon j'attends plusieurs mois avant de les voir souvent. Est-ce que tu as fait une grande découverte sur une plateforme, un film classique où tu t'es dit « Ah putain, merci de m'avoir mis ça à disposition ». Mais quasiment la majorité, là actuellement... vraiment, je consomme de la plateforme. Je suis abonnée à toutes les plateformes. Ce qui est bien, c'est comme c'est mon métier, ça part en prêt d'entreprise. Mais je suis abonnée à tout. Donc vraiment, pour le coup, j'avoue que quand Warner s'est sorti, mais le catalogue Warner, je l'ai bouffé. Bon, après, j'ai les DVD aussi. J'ai aussi une grande collection de DVD, et je vais beaucoup au cinéma. Mais c'est vrai que pour les classiques, quand Warner est arrivé, enfin quand Max est arrivé, quand Paramount, ma préférée, vraiment, j'ai tout bouffé. Canal+, juste la meilleure plateforme du monde, Canal+, parce qu'ils ont tous les classiques. Et vraiment, c'était quoi un des grands souvenirs, c'est Ben-Hur. Je sais plus sur laquelle c'était, mais un jour, je me dis, j'aimerais bien voir Ben-Hur, parce qu'il passe pas au cinéma. J'adorerais voir Ben-Hur au cinéma, mais bon, j'ai envie de le voir là, aujourd'hui. Et là, je vois qu'il est sur je sais plus quelle plateforme. Mais incroyable, quoi. J'ai pu voir Ben-Hur comme ça dans mon salon. C'était génial, j'ai adoré. Est-ce que malgré tes abonnements, tu loues encore des VOD ? Ça m'arrive rarement. J'avoue que j'ai jamais été très VOD. On n'était pas très location de DVD quand j'étais petite et tout. Parce que oui, je suis une vieille personne qui a connu les locations de DVD. Et non, je n'ai pas trop le réflexe de louer. Ça m'arrive. C'est plus quand je regarde beaucoup de documentaires et il y a des documentaires qui ne sont trouvables qu'en location. Et ça, j'avoue, je le fais. Quel est ton rapport au cinéma en salle depuis que tu as intégré les contenus de plateforme à tes habitudes ? Alors, je pousserai tout le monde à continuer d'aller en salle parce que l'expérience salle est au-dessus de l'expérience chez soi, parce que je suis la première à le dire que dès qu'on est chez soi, on peut mettre sur pause, on garde le téléphone, on fait autre chose. Et moi, j'aime pas, enfin je le fais, mais j'aime pas ça. En tant que spectatrice, j'aime vraiment ce côté, t'es dans la salle et tu vis pour ce que tu vois. T'es totalement dedans et la salle ne remplacera jamais ça. C'est juste autre chose. Donc je continue d'aller beaucoup au cinéma en fonction des périodes, parce qu'il y a des périodes où j'ai trop de travail et je peux pas y aller. Et donc effectivement, en fait, le confort de la plateforme pour moi, c'est plus j'ai pas le temps d'aller voir un film en salle. Mais dès que je peux, des classiques que justement je peux trouver sur plateforme, s'ils passent en salle, je vais le voir en salle. Je préfère 1000 fois plus aller voir en salle. Mais après, j'ai le confort de pouvoir... Voilà, je suis... comment on dit ? Enfin, vraiment, je mange du cinéma, je suis cinéphage. C'est vraiment... si je regarde pas un truc par jour, que ce soit une série ou un film, vraiment, je vais pas bien. Et donc, j'ai besoin de regarder des trucs. Mais c'est vrai que mon rapport à la salle, c'est juste parce que c'est qualitativement 1000 fois mieux, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je préfère aller en salle.
Mais après, j'ai aussi le plaisir de pouvoir aller dans des salles que j'aime et surtout pas le samedi où il y a beaucoup de monde. Ouais, Moi, bien c'est sûr. plutôt genre le lundi matin à 9h où j'ai la salle pour moi toute seule. Mais c'est vrai que c'est vraiment bien d'aller en salle. Et c'est pour ça que j'aime aussi quand il y a des plateformes qui font des partenariats avec des salles pour pouvoir voir certains films. Netflix, il y a eu ça avec la Cinémathèque française, ce genre de choses. Enfin, je suis désolée, mais la salle, c'est trop agréable en fait. T'es tellement mieux quand tu vois ton film. Après, bah oui, le confort, c'est important aussi. Faut juste arrêter de regarder son téléphone ou alors faire comme moi. Moi, à chaque fois, dès que je regarde un film, à la moitié, pile, je fais une pause. C'est la pause pipi. C'est tu fais la pause pipi, tu regardes ton téléphone et après, tu oublies. Comme ça, tu as ta pause, mais juste, tu profites quand même de ton film, quoi. Plutôt serial binger ou consommatrice raisonnée? Vraiment, je l'ai dit, juste cinéphage, mais impulsive, atroce. Télé du salon, tablette au lit, téléphone dans les transports. C'est quoi ton support favori pour regarder des contenus de plateforme? Entièrement et seulement à la télé. Je regarde pas du tout sur plateforme, enfin sur tablette ou téléphone, jamais. Mais c'est marrant parce que quand même dans le métro, il y a des gens qui le font, Ouais. on le voit bien. On finira bien par avoir un invité un jour ou l'autre qui dira bah non, moi je regarde sur mon téléphone. Une fois j'ai testé de regarder un film, parce que j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur pourquoi les gens regardent des films sur leur téléphone, et je m'étais regardé 12 hommes en colère sur mon téléphone. Ben, j'ai fait mon ménage en même temps. Ouais, ça doit pas être bien, 12 hommes en colère sur un téléphone. C'est pas le film, enfin c'est un film très bavard, donc t'as pas besoin de regarder l'image, donc ça va. Mais c'est vrai que les gens dans le métro, en vrai, j'aime bien parce que souvent ils sont tellement passionnés par ce qu'ils regardent qu'ils font pas gaffe autour d'eux. Donc j'adore, moi je suis très fan de ces gens-là, et en même temps, regarde-le sur un plus grand écran, tu vas vraiment plus kiffer, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Est-ce que les productions de plateforme, c'est un sujet de conversation avec tes proches, alors en dehors du cadre de tes activités professionnelles? Je suis la manie des recos, hein. C'est que quand mes potes veulent voir un truc, ils me demandent alors est-ce que ça c'est bien, je recommande des trucs tout le temps. C'est vraiment, on me demande, vu que, alors effectivement l'actualité c'est pas ce que je regarde le plus, mais par contre je me renseigne dessus. Donc je peux savoir effectivement, ah tiens, tel truc est sorti, ça va parler de ça, il y a des avis un peu mitigés, je regarde la presse autour de ça. Donc j'adore recommander des trucs. Donc vraiment pour le coup on m'en demande beaucoup, ouais. Petite question business. Oh. Comment tu récompenserais toutes les productions de plateformes? Tu créerais des nouvelles catégories dans des cérémonies qui existent, ou tu ferais une nouvelle cérémonie dédiée? Voilà, imagine, tu as les pleins pouvoirs, tu fais quoi? Alors ça c'est une bonne question, parce qu'il y a quand même des films de plateforme qui ont été récompensés en cérémonie, hein. On a eu Roma qui a été à Cannes, Okja, pardon, c'est Okja. Non, Roma aussi. Roma, il était pas à Cannes. C'était l'année où il y avait aux Okja. Aux Oscars, pardon. C'était aux Oscars, oui. Oui, c'est tout à fait. Roma, c'était aux Oscars et Okja, c'était à Cannes. En fait, le truc, c'est que, en fait, il faut juste. Il n'y a pas de distinction à faire. Si le film est bon, de toute façon, les distributeurs, ils le sauront. Et un film de plateforme, il va être mis en salle le temps qu'il faut pour qu'il puisse après aller faire la course aux Oscars, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, moi. Je pense que vraiment, on met juste des films de plateforme très qualitatifs sur le même rang que les autres films. Juste qu'il y a ce truc de... Il faut quand même qu'ils aient fait, je sais plus, 4 semaines en salle ou un truc comme ça. Aux États-Unis, c'est dans une salle à New York ou à Los Angeles. Et après, ça passe... Moi, je vois pas pourquoi ça bougerait, vu que ça marche bien. C'est juste que, effectivement, les films de plateforme... Ça, effectivement, je regarde beaucoup de séries de plateforme. Je regarde très peu de films de plateforme parce que je les trouve, en effet, moins qualitatifs. Alors, pas tous, il y en a des très bons. Hein. C'était le Fincher qui l'avait fait... Manque ou The Killer? The Killer. The Killer, moi, j'avais trouvé ça absolument incroyable. Mais bon, voilà. Il y a des trucs comme ça. Franchement, j'ai pas énormément d'avis. Je trouve que ce qui marche maintenant... Enfin, ce qu'il y a maintenant marche bien. Ça ne te gênerait pas, par exemple, de voir les films de plateforme revenir à Cannes? Moi, non. Thierry Frémaux, je pense qu'il ferait un infarctus. Le directeur général du Festival de Cannes, qui déteste les plateformes et qui le dit bien, bien fort. Ah, en même temps, il accueille beaucoup Netflix à son Festival Lumière parce que je pense à Lyon. Que l'argent... Non, je pense qu'il y a des petites bisbilles et trucs comme ça. Mais oui, mais en fait, le truc, c'est que voilà, il y a encore des choses à créer. Mais moi, je vois les choses... En tout cas, de mon point de vue, je vois que des choses évoluent. Mais il faut juste que ça évolue dans le bon sens et que les gens se parlent un petit peu plus, parce que les plateformes offrent des super
promontoire à des réalisateurs qui veulent créer, qui ont besoin d'argent, et ça, c'est génial. Après, ça met aussi d'autres restrictions. En fait, il y a un truc à adapter, et je trouve qu'on commence à être sur une très bonne ligne d'adaptation, donc moi, ça me va. Dernière question, elle est facile à poser, mais pas forcément la plus simple à répondre. C'est quoi ta plateforme préférée ? Ah bah, je dis c'est Canal+. Ok, donc Vraiment, c'est... De toute façon... Alors, si je puis me permettre, c'est Canal+, France Télévisions, Arte, tout ce qui est français. J'adore la France, j'adore les productions françaises. Non, mais en vrai, juste... Canal+, c'est incroyable, mais juste, on a des plateformes comme France Télé qui mettent des films géniaux, gratuits. Tout le monde oublie que France Télévisions a une plateforme. En plus, elle est pratique. Enfin, pour moi, c'est vraiment la plateforme que je recommande à tout le monde. De temps en temps, il y a des petites perles dans le catalogue, mais vraiment des très grands films. Un Taxi Driver, un Moonlight, des trucs comme ça, des très grands films qui arrivent sur France Télé. Voilà. Mais après, j'avoue que Canal+... pour le fond de catalogue. Pour le fond de catalogue, pour les séries aussi. Parce qu'ils ont aussi Paramount, ils ont aussi Apple TV, enfin voilà. Ils ont beaucoup de choses actuellement. Le côté agrégation des autres plateformes. Il y a tout dedans. Vraiment, j'ai tout dedans. J'ai ma watchlist qui est beaucoup trop longue. Vraiment, je sauvegarde et je ne regarde pas, comme à peu près tout le monde ici. Mais ouais, non, franchement, Canal+, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ouais. Merci beaucoup Mélanie. Merci à toi, merci à vous. Merci. C'était Original saison 1 épisode 21 avec Mélanie Toubeau, journaliste et vidéaste de la chaîne La Manie du cinéma. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On remercie également notre partenaire Cinéma Teaser pour sa confiance et son soutien. Bah oui, merci les copains. Ainsi que Magic Andou à la production. Salut Andou. Je vous donne pour ma part rendez-vous avec Gauthier vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. À bientôt.